Le pouvoir disciplinaire général, il va s'envisager par opposition à différents pouvoirs disciplinaires spéciaux qu'on peut connaître dans le sport, comme par exemple en matière de dopage ou en matière, par exemple, d'encadrement financier des clubs. On pense au contrôle de gestion, au fair play financier, au mécanisme de salary cap. Donc le pouvoir disciplinaire général, ça va être tout le pouvoir disciplinaire qui n'est pas couvert par des pouvoirs disciplinaires spéciaux. Alors il faut quand même rappeler que, à la différence du droit pénal, qui est aussi un droit répressif comme le pouvoir disciplinaire va s'intéresser à des micro-sociétés. En fait, le droit pénal va s'intéresser à la répression des infractions commises contre les intérêts de la société en général, alors que le pouvoir disciplinaire, ou les pouvoirs disciplinaires, vont s'intéresser aux infractions commises à l'égard de micro-sociétés. Par exemple, on a le pouvoir disciplinaire de l'employeur sur ses salariés, qui va couvrir les atteintes aux intérêts de l'entreprise, le pouvoir disciplinaire des ordres professionnels vis-à-vis des avocats, des médecins, le pouvoir disciplinaire de l'association vis-à-vis de ses membres, ou le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives et des ligues professionnelles et des comités régionaux et départementaux qui s'exercent à l'égard des infractions commises contre l'intérêt de ces micro-sociétés. Alors il peut arriver qu'une même personne, à l'occasion d'un même fait, puisse relever de plusieurs pouvoirs disciplinaires. Je prends l'exemple d'un joueur professionnel qui aurait un comportement très violent sur le terrain. Il va relever naturellement du pouvoir disciplinaire, donc général, de la fédération ou de la ligue professionnelle concernée, mais il va éventuellement aussi relever du pouvoir disciplinaire de son employeur en tant que salarié, sans préjuger d'éventuelles poursuites pénales si vraiment le comportement en cause est qualifié d'infraction pénale. Définir l'étendue du pouvoir disciplinaire général va revenir à répondre à une triple question. Premièrement, qui est assujetti au pouvoir disciplinaire? Deuxièmement, pour quelles infractions? Et troisièmement, à quel moment est-on assujetti à tel ou tel pouvoir disciplinaire? La mise en œuvre du pouvoir disciplinaire va supposer que soient réunis deux éléments. Premièrement, une infraction qui va être qualifiée d'infraction disciplinaire et deuxièmement, un lien juridique entre l'auteur de l'infraction et le titulaire du pouvoir disciplinaire. Alors, s'agissant des infractions disciplinaires, deux petites remarques. La première, c'est que en droit disciplinaire, il n'y a pas, à la différence du droit pénal, de principe de légalité des sanctions, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lister très précisément et de façon très exhaustive la liste des comportements qui vont être éventuellement considérés comme disciplinairement répréhensibles. Ça, c'est une vraie différence avec le droit pénal. C'est une différence aussi avec les sanctions qui, elles, doivent être précisément énumérées, mais je renvoie là-dessus à la présentation que fera Franck Lagarde sur les sanctions disciplinaires. Et deuxièmement, le règlement disciplinaire type qui s'impose de par le ministère des Sports à l'ensemble des fédérations sportives n'impose pas donc de lister précisément les infractions qui vont être considérées comme disciplinairement répréhensibles. Dès lors, les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont le choix entre trois options quand elles rédigent leur règlement disciplinaire général. Premièrement, elles peuvent, et certaines le font, définir le catalogue exhaustif des infractions, des comportements disciplinairement répréhensibles, mais là, évidemment, elles prennent le risque, en édictant un tel catalogue, d'oublier quelque chose, et si un fait n'est pas prévu dans le catalogue, on ne pourra pas le sanctionner. Deuxièmement, elles peuvent, ça c'est l'option complètement inverse, se contenter d'une définition très générale du style constitue une infraction disciplinaire, tout manquement aux obligations qui découlent des statuts et règlements de la fédération. Et là, ça va supposer qu'à chaque fois, la commission disciplinaire va expliquer en quoi le comportement en cause constitue une atteinte aux intérêts de la fédération, etc., etc. Ou alors, et c'est souvent ce qui est préconisé, on fait un catalogue des infractions les plus couramment rencontrées, et puis on insère ce qu'on appelle une voiture-balai, c'est-à-dire une disposition qui va couvrir les cas qui ne sont pas très précisément prévus, du style toute atteinte à l'intérêt général de la discipline ou à l'image de la fédération, etc., etc. Naturellement, il faudra quand même que le comportement en cause soit en lien avec la sphère qu'on cherche à protéger. Je prends un exemple très simple. Un joueur de tennis d'un club lambda qui aurait un comportement inapproprié lors d'un entraînement, il relèvera très certainement du pouvoir disciplinaire de son club en tant qu'association, mais pour le coup, la fédération n'aura aucune légitimité à intervenir à ce moment-là. Évidemment, s'il a ce même comportement lors d'une compétition, là, la fédération retrouvera une légitimité à intervenir. Sur la temporalité, dernier point, il est important donc qu'il y ait un lien juridique entre
l'auteur présumé de l'infraction disciplinaire et le titulaire du pouvoir disciplinaire. Alors pendant longtemps, la jurisprudence a été assez stricte à ce sujet et elle exigeait que ce lien existe à la fois au moment de la commission des faits, mais aussi au moment où l'intéressé était sanctionné par la fédération en cause. Ce qui a donné lieu à quelques affaires assez retentissantes. Alors je pense par exemple à l'affaire Leonardo, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui avait été disciplinairement sanctionné pour avoir, je crois, bousculé un arbitre dans les coulisses du Parc des Princes. Cette sanction a été contestée devant les tribunaux et le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction au motif que ni au moment des faits, ni au moment du prononcé de la sanction, Leonardo n'était titulaire d'une licence de la Fédération française de football, ce qui peut sembler assez curieux dans la mesure où il représentait très régulièrement le Paris Saint-Germain devant les instances, mais c'était un fait. Deuxième exemple, un peu plus ancien, l'affaire OMVA au milieu des années 1990. Le joueur argentin Jorge Burruchaga, qui avait été sanctionné disciplinairement pour avoir été à l'origine, ou en tout cas une des petites mains de la tentative de corruption, avait été sanctionné par la Fédération française de football. Il était bien titulaire d'une licence au moment où les faits avaient été commis, mais en revanche, comme il s'était ensuite exilé dans son pays d'origine en Argentine, il n'était plus licencié au moment du prononcé de la sanction, et là aussi le Conseil d'État avait annulé cette sanction au motif de l'absence de lien juridique, non pas au moment des faits, mais au moment du prononcé de la sanction. Alors pour pallier ces jurisprudences qui posaient quand même quelques difficultés très compréhensibles dans l'esprit du public, un décret de 2016 a récemment modifié le règlement disciplinaire type des fédérations pour prévoir d'une part que parmi les assujettis au pouvoir disciplinaire, on aura naturellement les clubs affiliés, les licenciés, mais aussi les licenciés de fait, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence, mais qui factuellement exercent des fonctions qui se rapportent à celles de licenciés. Premier point pour contrer la jurisprudence Leonardo. Et deuxième point pour contrer la jurisprudence Burruchaga, le décret impose désormais expressément que la personne soit titulaire d'une licence ou soit licenciée de fait au moment de la commission des faits, mais non plus au moment du prononcé de la sanction. Ce qui fait que quelqu'un qui aurait volontairement décidé de ne pas reprendre de licence pourra néanmoins être sanctionné par les organes compétents.